Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre qui inaugure aussi les ateliers de la pensée du Festival d'Avignon. Donc rendez-vous là tous les jours, à peu près à toutes les heures. Vous pouvez passer vos journées dans la cour de l'Université Pasteur d'Avignon, enfin dans la cour Pasteur de l'Université d'Avignon. Il y aura des rencontres qui s'égrèneront à la fois en week-end et en semaine. Vous pouvez trouver tout le programme dans le guide du festival. Je suis content d'accueillir pour cette première rencontre deux personnes qui ne viennent pas du tout des mêmes horizons, qui n'exercent pas du tout les mêmes professions, vous allez le voir, mais qui en sont venus à s'intéresser tous deux aux violences et aux viols que subissent les femmes dans les situations de guerre. Donc je vous présente d'abord Dorothée Munyaneza, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure, chanteuse, chorégraphe. Vous aurez l'occasion de le dire, mais quitté le Rwanda en 1994, quitté Kigali. Après, vous êtes installé en Grande-Bretagne, puis en France. On vous avait découvert, c'était maintenant il y a 3 ans, avec Samedi Détente. Et là, vous présentez au festival Unwanted, dont la première a eu lieu hier et a déjà marqué les esprits. J'espère que parmi vous, il y en a qui l'ont vu ou en tout cas que vous avez des places pour la voir les prochaines fois. Mais sinon, il y a une tournée partout dans le monde qui va s'écouler pendant 1 an. Et à vos côtés, Yves D'accord, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous le directeur général du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est co-organisateur de cette rencontre, intitulée Le corps de la femme comme terrain de guerre. On commence les ateliers de la pensée avec un sujet pas évident, mais fort. Exceptionnellement, je vous propose qu'avant qu'on engage le dialogue, c'est vrai que le thème de cette rencontre, il est quand même en grande partie fondé sur la proposition de Dorothée Munyaneza. Comme parmi vous, il y en a sans doute aussi qui ne l'ont pas vu, où il y a des gens comme moi, c'est pire, qui avaient une place hier, mais qui ont été bloqués dans les embouteillages pendant 3 heures sur la rocade de Lyon, qui ne l'ont pas vu non plus. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer notamment comment vous avez travaillé pour faire cette représentation qu'on pourrait appeler du coup de la chorégraphie documentaire ou quelque chose comme ça? J'appelle plutôt la chorégraphie de la dignité. Unwanted. Comment parler d'unwanted? Pour moi, l'envie de parler du corps de la femme, notamment du corps de la femme en temps de conflit, est venue après la création donc de Samedi Détente, qui était une pièce autobiographique qui parle du génocide des Tutsis en 1994 dans mon pays. Et après cette parole, je me suis dit comment continuer à être porte-parole, notamment de femmes de mon pays, de femmes d'ailleurs, qui ont subi des violences sexuelles en temps de conflit, quand leur corps est devenu un champ de bataille, parce que l'homme, l'être masculin, envahit un territoire, il envahit aussi le corps de la femme, de manière violente et absolue. Et donc, aujourd'hui, je suis allée maintenant depuis l'année passée au Rwanda, d'abord parce que après avoir vu quelques documentaires, peut-être certains d'entre vous les connaissent, L'homme qui répare les femmes sur le docteur Denis Mukwege, ou bien un autre documentaire qui s'appelle Mauvais Souvenirs, qui donne la parole aux enfants nés de viol en 1994, ou Parole des mères Rwanda après 1994, c'est des femmes, elles, qui racontent ce qu'elles ont subi pendant le génocide des Tutsis. Et j'ai été, guidée ou troublée par ces paroles-là, portée par ces paroles-là. Et ça m'a donné envie d'aller à mon tour à la rencontre de ces femmes. Et je me suis rendue au Rwanda donc, en mai et juillet l'année passée, 2016. Et je tenais beaucoup à ce qu'une dame qui s'appelle Godlive Mukasarasi, d'ailleurs je tiens vraiment à la remercier parce qu'elle a créé une association qui s'appelle Sevota, qui vient en aide aux femmes qui avaient été violées en 1994 et aux enfants également nés de viol, et qui leur donne des endroits où elles peuvent se libérer cette parole, parce que c'est surtout ça qui manquait, cette parole-là, parce qu'elles ont été marginalisées, elles ont été violentées avant, pendant et après, et c'est comment recréer cet endroit où la parole peut sortir de leur corps, où elles peuvent sortir de leur silence. Et donc, en allant les voir, Godlive, je lui avais demandé de m'emmener vraiment dans les milieux ruraux,
d'aller à la campagne, où il y a peu de psychologues, il y a peu de réseaux, disons, de soutien. Et d'ailleurs, je les rencontrais souvent quand elles rentraient des champs ou du marché. Donc, elles avaient encore la terre sous les pieds, sur le pagne. Et on s'asseyait. Je leur racontais, moi, ce que j'avais vécu en 94. Et assez librement, elles prenaient le relais. Et elles me racontaient aussi ce qu'elles ont vécu. Et je les ai enregistrées. J'avais pris mon petit enregistreur pour pouvoir les regarder, en fait. Pour pouvoir regarder comment elles s'assoient, comment elles se courbent, comment elles se tiennent la joue, comment elles rient, comment on a beaucoup pleuré, bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre. Et dans ces paroles-là, j'ai pu rentrer dans leur douleur et m'ont invité dans leur douleur et m'ont invité dans leur vécu douloureux. Et au moment où on allait se quitter, à chaque fois, je leur demandais, est-ce que je peux vous prendre en photo? J'avais envie de garder aussi cette image d'elles pour me souvenir non seulement de leur voix, de ne pas avoir juste une trace vocale de leur présence auprès de moi ou moi en leur présence. Et quand je leur demandais ça, elles s'éclipsaient quelques instants dans leur chambre. Elles revenaient vêtues de leur plus bel habit. C'était magnifique. Pour moi, c'était... encore aujourd'hui, j'en suis très émue parce que c'était une manière de dire nous t'avons offert notre douleur, nous t'avons donné nos vécus les plus douloureux, mais nous voulons aussi que tu emportes avec toi la plus belle image des noms. Et d'ailleurs, sur Unwanted, il y a, pour moi aussi, il y a cette métamorphose de dire je reviens habillée du plus bel habit qui est possible sur scène. Et donc d'offrir aussi cette dignité-là, cette dignité qui a été violentée, qui leur a été ôtée. Et moi, elles m'ont donné aussi cette beauté féminine qui tient malgré tout, qui cherche l'endroit par où sortir des décombres. Et alors pourquoi, effectivement, et comment on s'empare artistiquement de tels témoignages? Vous parlez de ces films documentaires, il y en a peu, malgré tout, mais il y en a eu. En France, on peut citer aussi le travail de Jean Hatzfeld et notamment le livre Papa de sang, qui travaille aussi ces thématiques. Mais du coup, on est face à une telle force juste du récit brut. Donc c'est quoi? C'est redonner de la dignité au sens de réparer comme l'homme qui réparait les femmes. Est-ce qu'il faut une incarnation un peu différente, une représentation différente? Enfin voilà, comment et pourquoi on s'empare artistiquement de témoignages comme ces témoignages-là? En tant qu'artiste, quand même, il faut avouer qu'on a une place très privilégiée de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir porter quelque chose. Donc, pour moi, c'est une manière de... Vraiment, je porte la parole de ces femmes-là et aussi de ces enfants, parce que c'était primordial pour moi aussi de parler de ces enfants nés de viol, parce que eux également, comme leur mère, ont été violentés, que ce soit par leur mère, au début, parce qu'elle ressentait tellement peu d'amour ou pas d'amour, même de la haine envers ses enfants, qu'elle les frappait ou ne les nourrissait pas, ou même le fait d'allaiter était déjà quasiment impossible. Et donc ces enfants-là, eux aussi. D'ailleurs, je commence ma première parole sur le plateau, sur la scène, est adressée au père, donc c'est l'enfant qui parle. Parce que ça m'intéressait de savoir comment ces enfants-là se définissent aussi, quelle est cette part de leur humanité qui est le résultat d'une violence telle, du bourreau et de la victime. Et cette dualité-là aussi m'intéressait. Et donc sur scène, je ne dis pas que j'incarne... je suis habitée par ce que moi j'ai vécu, n'est-ce pas, par mes propres traumas, mes propres histoires, mes propres vécus. Et en même temps, j'essaie de puiser dans leurs expériences pour pouvoir vous donner à vous qui étiez là hier ou qui allez venir, j'espère, ces prochains jours, d'être le plus proche possible de ces sensations-là que moi j'ai pu ressentir à ce moment-là. Donc que ce soit dans la violence, que ce soit dans la douceur, que ce soit dans la beauté, et en même temps revenir et encore à cette question du corps violenté et à cette parole. Toujours. On sent, Yves, d'accord avec ce que dit Dorothée Mounianeza, que
Le titre de cette rencontre, hein, c'est le corps de la femme comme terrain de guerre, et on sent ça. Parce que je le dis avec d'autant plus de facilité que c'est pas moi qui ai choisi ce titre. Ça me semble un peu plus fort, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que les violences faites aux femmes, les viols faits aux femmes pendant les guerres, c'est des termes qu'on entend tout le temps, depuis longtemps, et qui sont quasiment devenus des euphémismes. C'est-à-dire qu'on sait que ça arrive, mais on sent plus trop la réalité derrière. C'est vous, au CICR, c'est un sentiment que vous pouvez avoir aussi, que à la fois c'est quelque chose qui arrive dans toutes les guerres et dont on a du mal à lutter contre parce que finalement ça fait partie aussi de l'ordinaire. Oui, je pense qu'il y a un sentiment effectivement que la guerre, par définition, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Au fond, toutes les violences sont permises et quelque part, un des éléments parmi d'autres, c'est qu'on attaque les hôpitaux et on attaque les femmes. C'est un peu, voilà, ça fait partie du normal. Et je pense que, Dorothée l'a exactement dit, je pense qu'on oublie souvent que les guerres civiles aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut qu'on sache que 90% des guerres aujourd'hui sont des guerres civiles à l'intérieur des pays qui mettent en lien et en tension souvent des communautés, un gouvernement, des rebelles, et que ces guerres civiles, elles ont comme objectif de contrôler les gens. On oublie souvent, contrôler les territoires, les gens, et qu'on utilise, au fond, l'attaque contre les femmes, non pas comme un side issue, comme quelque chose qui arrive, mais comme quelque chose qui est systématique, qui est volontaire. On veut, et Dorothée, tu le disais avant, on veut les prendre, on veut les conquérir, comme on conquiert en fait des populations, des communautés. Et c'est ça qui est le plus frappant. Mais c'est pas du tout quelque chose de collatéral, pour employer ce mot. Non, c'est pas collatéral. Non, c'est vraiment pas. Et c'est vrai qu'il y a un côté, et moi je trouve le plus difficile par rapport à toute la question des violences sexuelles, c'est au fond qu'on en parle, mais on en parle effectivement comme un enjeu dramatique sans que ça ait aucun impact sur la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que je vous parle, je veux dire, au Sud-Soudan par exemple, on n'a jamais vu autant de violences sexuelles. Jamais. Jamais. Hein. Et pourtant, en Sud-Soudan, il y a la communauté internationale, il y a les Nations Unies. C'est un pays qui s'est créé il y a quelques années avec l'appui de la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a un niveau de violence sexuelle comme on a rarement vu. On voit ça en Syrie, on voit ça en Irak, on voit ça au Congo, bien sûr, par exemple. Donc, au fond, le message, c'est que partout, quand il y a la guerre, vous devez partir du présupposé qu'il y a une violence sexuelle qui est faite aujourd'hui contre les femmes et qu'elle est faite de façon volontaire, systématique, pour, au fond, contrôler les communautés, pour avoir un impact majeur. Et puis c'est peut-être ça qui est le plus violent et le plus complexe, c'est que ça met évidemment en jeu des femmes, une femme, des femmes, mais qu'en fait, derrière ça, il y a évidemment aussi tout l'enjeu par rapport à la communauté. Et Dorothée le dit, ce qui, moi, me frappe le plus, c'est que c'est la double punition pour les femmes. Et nous, on le voit sur le terrain. Vous êtes violés, avec ce que ça signifie pour vous, comme personne, pour votre famille, mais vous êtes systématiquement ensuite stigmatisés. Vous êtes exclu de votre communauté, exclu de votre famille. Et c'est cette chose qui rend peut-être cette violence la plus délicate parce qu'elle doit être invisible pour que les femmes puissent continuer à vivre dans leur communauté. Et au fond, c'est très particulier. Donc on sait tous aujourd'hui que les femmes sont violées, mais on ne sait pas comment, au fond, l'interpréter, l'appréhender dans les situations de guerre. Juste un chiffre, j'aime pas les chiffres parce que ça donne en général jamais rien, mais le Rwanda, dont Dorothée parle, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a eu en 1994, il y a eu 500 000 femmes qui ont été violées. 500 000 femmes, ça veut donc dire juste une femme sur 3, sur 2 au Rwanda qui a été violée. Et donc on imagine ce que ça veut dire pour elles, pour leur communauté, pour les enjeux. Et je pense que c'est... Et en même temps, on n'arrive pas à appréhender encore aujourd'hui la question. Effectivement, je pense que particulièrement au Rwanda, pendant le génocide qui s'est déroulé donc au printemps 1994, les chiffres sont tellement énormes, hein, je rappelle, c'est 800 000 Tutsis à peu près, enfin entre 800 000 et 1 million, on ne sait pas, et quelques Hutus modérés tués, donc 500 000 peut-être femmes violées. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant de morts ou de viols commis en aussi peu de temps. Mais une question au directeur général du CICR. Je précise, hein, le Comité international de la Croix-Rouge, c'est un des rares organismes à être présent vraiment sur tous les terrains de guerre qui sont encore nombreux aujourd'hui. On pourrait aussi dire, si on se réfère à la mythologie, que une des premières guerres qu'on connaît, la guerre de Troie, elle est déjà liée à l'enlèvement d'une femme par un homme, d'Hélène par Paris. Est-ce que c'est un invariant anthropologique selon les temps et les espaces,
c'est ce fait de prendre les femmes comme terrain de guerre, ou est-ce qu'il y a des exceptions, des guerres justement où le corps des femmes n'est pas un enjeu ni une arme de guerre? C'est une très bonne question. Historiquement, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu de guerre sans qu'il y ait des enjeux majeurs par rapport aux violences faites aux femmes. Si on regarde historique, on peut discuter les dates exactement, mais c'est seulement au 18-19e siècle, donc très récemment, qu'on commence à parler de la problématique des femmes, qui commencent à avoir un certain nombre de régulations et de règles où on leur dit, attendez, il faut quand même faire attention, il faut respecter les femmes. Mais les Grecs, c'est un bon exemple. Les Grecs, les femmes sont considérées simplement, mais c'est une image, comme faisant partie du butin de guerre. Les femmes sont considérées comme un objet qui appartient à l'homme, à son mari ou au chef de la communauté, et donc il est parfaitement logique de s'approprier, au fond, les femmes. Cela dit, c'est que récemment qu'on a vraiment compris, au fond, ce que signifiaient les violences systématiques, et au fond, ce qui était en jeu, en particulier le Rwanda, si on regarde les années 90, mais aussi la Bosnie-Herzégovine, toute la question Balkan, où on découvre tout à coup qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits. C'est plus le butin, c'est au fond les femmes qui sont attaquées pour, au fond, contrôler les communautés, pour humilier les communautés, pour casser la dignité humaine, pour faire un choix d'occupation. On contrôle la femme, le corps de la femme, pour contrôler la société. Je pense à part ça que, franchement, depuis le premier jour où il y a eu la guerre, il y a eu cette tentation-là, toujours. Je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que la guerre génère. Est-ce que vous avez été soldat, Joseph? Non, j'avoue. Non, vous ne pouvez pas en avouer. Non, mais c'est juste pour dire alors, j'aurais dû faire mon service, mais j'étais exempté, parce que j'étais vraiment invalide. Ce que je veux simplement faire réfléchir, c'est que ce que moi j'ai vécu comme soldat, et pourtant je viens d'un pays où franchement on n'a pas fait grand-chose en termes de guerre, heureusement d'ailleurs, la Suisse. Oui, ça va, les guerres de Suisse. Mais ce que je vois en termes d'enjeux, c'est qu'au fond, il y a un effet, il y a un enjeu sur la masculinité, sur comment est-ce que l'homme se voit, se joue, qui m'a toujours interpellé. Et au fond, le viol des femmes, il est aussi lié à ce que ça crée, ce que ça génère dans le groupe, à la dynamique. Donc il y a un enjeu stratégique, il y a un enjeu très humain, mais il y a aussi un enjeu de comment la guerre, elle est profondément masculine. Comment est-ce que la guerre, elle est peuplée d'hommes, en général d'hommes, surtout ordinaires, finalement très ordinaires, qui au fond font des choses extraordinaires au sens dramatique du terme. Et violer, attaquer, s'approprier, piller, c'est vraiment un élément fondateur de la guerre. Moi, j'ai été très frappé dans toutes les guerres que j'ai vues, où au fond, quand on écoute, quand on discute avec des combattants, au fond, comme le lien du groupe, la pression du groupe vous amène à faire des choses incroyables. Et le viol des femmes est vraiment un élément absolument clé, fondateur de beaucoup de groupes. Et là, on tombe sur un élément clé. Que faire? On voit que les seules armées qui avaient à gérer ça à peu près, c'est les armées très, très disciplinées. Ça arrive. Il y a aussi des groupes non structurés qui décident volontairement qu'on ne va pas violer les femmes. Mais il faut décider volontairement qu'on ne va pas violer des femmes, donner des instructions, dire que si tu violes une femme, je te tue. Mais c'est impressionnant. Il faut donc pousser aussi loin que ça l'exercice pour réussir à contrôler au fond, les hommes. Il y a par exemple une histoire qui est totalement inconnue, l'histoire de Deuxième Guerre mondiale, où les troupes alliées, quand elles sont posées dans les années 40, je pense aux troupes américaines par exemple, en Angleterre, et on voit le nombre de femmes qui sont violées, donc de femmes de communautés amies, on se rend très bien compte que ce n'est pas que juste la guerre, c'est vraiment le soldat en groupe, ce que ça signifie, ce qu'il se permettent. Donc il y a vraiment un enjeu, et là il faut qu'on se pose des questions profondes sur ce que ça veut dire, au fond, d'être un soldat, d'être un combattant dans cet environnement-là, et effectivement, quelque part, je nous permets d'aller très loin, et les femmes restent vraiment le premier élément, finalement, où je prouve ma masculinité, ma virilité aux autres. Il y a vraiment quelque chose qui est très profond. Et là, en ce moment aussi, je peux ajouter qu'en Syrie, il y a une grande violence sexuelle et des viols commis aussi sur les enfants, de manière assez importante aussi, ce qui rend les choses encore plus abominables. Quand on s'attaque aux femmes, et puis on va encore plus loin, on va encore sur les mineurs, c'est que là, on atteint un niveau de violence extrême et il faut vraiment, vraiment qu'on se réveille. Et le silence dont vous parlez tous les deux, enfin à la fois vous Dorothée en parlant de l'importance de cette parole que vous avez été documentée, cherchée et ensuite réinterprétée,
Et vous, Yves D'accord, en expliquant, voilà, par exemple, qu'au Sud-Soudan sont en train d'être commis les pires exactions sexuelles et que finalement on en parle quand même assez peu, dans les médias y compris. Là, il faut savoir que c'est une question qui est quand même non seulement présente mais assez actuelle, c'est-à-dire que là, sous les platanes de l'université d'Avignon, on peut oublier, mais la France est en guerre dans plein de pays. Ouais. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle La guerre et après, d'une journaliste qui s'appelle Pauline Mocor, qui avait fait recueilli des témoignages de soldats sur France Culture, où on voit bien que ça existe encore dans des armées françaises. Alors c'est des fois sous couvert de prostitution, mais où on voit dans ces témoignages, on voit des soldats se réjouir d'aller plutôt en opération extérieure au Mali ou en Centrafrique, où ce sera plus facile qu'en Afghanistan, par exemple, d'avoir des corps de femmes sous contrôle. Donc on est dans une question qui n'est pas du tout lointaine, ni dans le temps, ni dans l'espace. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que ce problème majeur, il a quand même encore du mal à devenir un problème central contre lequel on pourrait lutter? Est-ce que c'est parce que justement le silence est imposé aux familles, aux individus, parce que voilà, il y a des questions de honte, et encore plus quand des enfants naissent de ces viols? Vous, c'est un peu ce que vous avez pu constater? Oui, donc cette dame qui s'appelle Godlive Mkasalassi, elle a en 94, juste après le génocide des Tutsis, elle a décidé de créer cette association, Sevota, où elle s'est rendue vraiment à la campagne, à la recherche de ces femmes, parce qu'elle savait que d'une, il y avait ce traumatisme post-génocidaire qui était évident, mais aussi d'aller chercher spécifiquement les femmes pour qu'elles ne se sentent pas seules après tout ce qui leur est arrivé. Et ça a été très difficile pour elle, ça lui a pris 3 ans pour en avoir un peu, pour en rencontrer quelques-unes, parfois elle venait me raconter qu'elle venait chez elle, et s'asseyait et discutait sur beaucoup de choses, mais jamais n'abordait ce sujet, jusqu'à ce qu'il y ait une confiance qui s'est établie. Et là, le témoignage est sorti comme un torrent, et puis cette personne-là est allée en parler à une autre femme, et ainsi de suite. Et ce silence-là existe parce que pour qu'elle garde cet enfant, parce qu'il y en a qui ont quand même avorté, il y en a certaines qui n'ont pas gardé l'enfant. D'ailleurs, une d'elles, Assunta, avec qui j'ai discuté, elle avait songé à avorter et s'est rendue à l'endroit où les femmes pouvaient le faire, mais elle a vu les corps de femmes alignées qui avaient perdu la vie pendant les opérations. Et là, elle a compris qu'elle venait de vivre donc, le génocide, elle n'allait pas rendre son dernier souffle après. Donc elle a gardé l'enfant. Elle est retournée chez elle. Elle a été beaucoup frappée par ses frères qui n'acceptaient pas qu'elle garde l'enfant d'un de ses bourreaux, donc qui fait partie de ceux qui ont exterminé sa famille. Et donc elle s'est beaucoup battue pour préserver cette vie qui était en elle, parce que c'était ça aussi. Les hommes ils savaient exactement, c'est ce que je dis dans le spectacle, ils savaient exactement ce qu'ils leur laissaient. Il y avait les maladies sexuelles, donc que ce soit le virus du sida, des maladies sexuellement transmissibles. Jusqu'à ce jour, elles disent que jusqu'à ce jour, elles se font encore soigner. Et donc, non seulement elles pouvaient être violées et tuées, mais aussi elles pouvaient être violées, mais avec des choses qui sont restées dans leur corps, ou un petit être humain qui allait donc exploser 9 mois plus tard. Et c'est ces individus-là qui ont maintenant 22, 23 ans. Et ce silence est lié à la violence qu'elles ont subie pendant, et aussi le rejet vraiment de la communauté qui est lié au fait qu'elles aient accepté ou choisi de dire je vais garder cet enfant. Et aussi, Godlive Mkasalassi, elle a dû se battre pour que le gouvernement rwandais nomme le viol comme un crime important, parce qu'au début c'était considéré comme les pillages, c'était au même niveau d'importance comme c'était des butins, voilà. Et en fait elle et un nombre de femmes se sont mobilisées pour dire le viol a été aussi un crime presque aussi important que le génocide lui-même. Et boum, et là du coup ça a pu donner un statut important à cette parole, à la défense de ces femmes, à leurs droits, et au fait de pouvoir dénoncer et dire oui, il m'est arrivé cette chose horrible
et de libérer cette parole. Elle les a donné des cours pour qu'elles puissent en parler devant d'autres femmes et continuer à libérer cette parole. Mais même aujourd'hui, ça reste encore compliqué. Même pour les enfants aussi. Et je vous donne la parole, d'accord, mais là, il faut citer une des scènes de Unwanted où il y a une femme qui accouche et sa tante est là et lui dit, en gros, tue-le avant même qu'il ouvre les yeux et sinon tu vas allaiter une hyène. Est-ce que la condition de sortie justement du silence, c'est la famille qui accepterait? Est-ce que c'est la communauté plus large? Vous parlez quand même du rôle de l'État rwandais, en l'occurrence, qui a finalement reconsidéré ce qu'était le viol. On peut aussi citer le fait qu'en 2008, l'ONU a considéré que le viol était constitutif du crime de génocide, que le génocide, c'était pas simplement le meurtre, mais le viol en faisait partie. Qu'est-ce qu'il faut pour que la parole individuelle ou la situation, là, parce qu'on est au-delà d'une parole, quand des femmes sont infectées par des maladies type sida ou accouchent d'un enfant de leur violeur, de leur génocidaire qui des fois en plus tuait tout le reste de la famille. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une parole comme ça puisse s'inscrire en elle et au-delà? Eh bien, je cite encore, je reviens sur l'exemple de Sevota, c'est des endroits, il faut des endroits, hein, peut-être comme ici, où les femmes d'abord, parce qu'il faut que le lien se fasse d'abord par ces femmes qui se retrouvent entre elles, qui se retrouvent pour pouvoir dire « moi aussi j'ai vécu, je sais ce qui t'est arrivé, moi aussi je sais ce qui t'est arrivé ». Déjà qu'elles sortent de leur solitude, parce que c'est la solitude qui les anéantit. Le fait d'être en dehors de ce tissu social qui lui-même a été démoli en 94. Et donc, elles se rebâtissent ensemble. Et puis la société, il faut mobiliser les gens, des enseignants, des pasteurs, des docteurs, toute personne qui a une parole importante dans la communauté, qui puisse dire, voilà, ces femmes, arrêtons de leur pointer du doigt, arrêtons de pointer du doigt leurs enfants et de dire, c'est des enfants de traîtres, c'est des enfants de violence. Et si cette parole-là, qui vient de la femme, peut s'étendre aussi à la communauté nationale et sortir même jusqu'ici à nos frontières. C'est pour ça que ça m'importait de faire un spectacle où cette parole peut être entendue. Comme ça, nous qui vous écoutons, ou vous qui les écoutez, même si elles viennent de très très loin, vous puissiez partir avec une part de ces femmes-là et de pouvoir aussi en parler autour de vous et ainsi de suite. Et la parole, j'espère, continuera à s'ouvrir et se libérer. Mais c'est pas facile parce que c'est un trauma qui va le plus intimement possible. Et c'est la violence la plus intime et la plus difficile à exprimer. Yves, d'accord. C'est vrai que c'est paradoxal, mais en fait, les violences sexuelles, je pense qu'il faut toujours qu'on se rappelle, ça a trait à la sexualité, au fond. Et ça reste profondément proche et tabou dans nos sociétés, quelles qu'elles soient. On oublie souvent ça. Ça a trait à la sexualité, ça a trait au pouvoir. Donc c'est quand même complexe, non? Et en fait, ce que nous, on voit aujourd'hui, c'est que c'est peut-être l'endroit où, quand on est victime, quand on est une femme, ça des fois arrive aussi à des hommes, en général aux femmes, quand on est femme et on est violé, on n'a simplement pas d'espace et on n'est pas reconnu comme victime. D'abord par sa propre communauté, presque toujours. Parce qu'au fond, quelque part, le fait que tu aies été violé, au fond, m'entache moi comme mari, moi comme membre de la communauté, et je ne veux pas le reconnaître. Donc il est demandé à la victime qui est violée, première chose, au fond, de gérer ça elle-même. Et c'est ça qui est tellement tragique. Mais vraiment, quand les enfants arrivent, et ce que dit Unwanted, ça c'est l'explosion, c'est la bombe, c'est la reconnaissance dans la communauté, au fond. Ça s'est passé. Et ça, c'est vraiment vrai partout, mais même chez nous. Quand est-ce que le viol a été pris sérieusement? Il a été compris par nos sociétés, accompagné par nos sociétés, même au niveau législatif. C'est très récent, même dans nos sociétés. Imaginez quand vous êtes en guerre. Donc aujourd'hui, c'est les femmes les premières, les femmes violées, les femmes victimes de violences sexuelles qui sont les premières à porter ça. Ça, c'est le premier point. Et qui n'ont pas d'espace pour en parler. Extrêmement difficile. Il y a une demande, et moi je le vois partout, il y a une demande de, au fond, l'oublier. Et c'est la femme elle-même qui doit l'oublier, qui doit vivre avec ça. La communauté s'attend à ce qu'elle retourne au travail le lendemain. J'ai vu ça au Congo, c'est incroyable. Violer le lendemain, t'es au travail, sinon, t'es exclu de la société. Tu dois montrer que tu es vivante, quoi qu'il se passe. C'est une violence terrifiante, c'est une double violence qui est faite. Il y a un deuxième élément qu'il faut qu'on dise, c'est comme le tabou sur notre sexualité. Je suis quand même désolé de le poser comme ça. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'au fond, il y a un enjeu par rapport
à la sexualité, à la façon dont elle est représentée, au rapport homme-femme. Je pense qu'il faut quand même que des fois on se pose la question de ce que ça signifie, au fait que l'homme a le droit de conquérir la femme, ça paraît logique. Et puis en plus, vous rajoutez un autre tabou qui est le militaire. L'homme dans son espèce d'apogée, hein, vraiment. Et je suis très frappé de voir au fond que les hommes, quand ils s'adonnent à ça, ils sont souvent en groupe et ils sont armés. Et ça, c'est vraiment l'apogée de l'espèce de virilité hors contrôle. Hein. Et je l'ai vu dans toutes les sociétés, et c'est incroyablement difficile, évidemment, de pouvoir travailler avec ça. Et dans ce cadre-là, moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est peut-être que l'art ou les femmes, l'art et les femmes, c'est là où existent des espaces. Moi, j'ai vu au Congo, par exemple, des espaces qui s'appellent les maisons d'écoute. C'est des petites maisons qui sont dans les communautés, un peu à l'écart, mais qui sont un peu protégées. C'est des femmes, en général, qui ont organisé ça, qui ont réussi à se connecter entre elles pour au moins faire tolérer cet espace. Et c'est un espace dans lequel les femmes peuvent venir chercher de l'aide. C'est souvent très, très, très basique, c'est vraiment de l'aide de base. Mais cet espace-là, il existe. Je le vois peu. Hein. En Syrie, il n'y a pas d'espace aujourd'hui. Au Sud-Soudan, il n'y a pas d'espace aujourd'hui. En Irak, il n'y a pas d'espace. Hein. Et donc, créer cet espace-là est clé. Et puis le deuxième, c'est effectivement l'art, peut-être. Est-ce que nous propose Dorothée simplement de pouvoir laisser la parole un peu se libérer, réfléchir à ce que ça signifie pour nous, parce qu'au fond, la violence sexuelle, moi, je pense que c'est aussi un des crimes, un des actes qui nous touche profondément. Il y a vraiment des choses qui sont en jeu, qu'on soit une femme ou un homme, d'ailleurs. Peut-être ça fait résonner d'autres choses, mais il y a des choses qui sont très importantes par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme si je prends mon propre exemple une minute, au CICR, donc à la Croix-Rouge internationale, on visite énormément de prisonniers, par exemple. On visite beaucoup de gens dans les conditions extrêmement difficiles. Je dis prisonniers, pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de violences sexuelles. Hein. C'est extrêmement difficile d'entendre quand quelqu'un vous parle du fait qu'il a été violé sexuellement. C'est très compliqué d'être capable d'entendre. Et moi, je suis pourtant entraîné pour entendre des choses les plus difficiles, la torture, des choses incroyables. Et entendre quelqu'un vous parler de la violence sexuelle et capter surtout les signaux qui sont invisibles, parce que personne ne va vous dire, ou très rarement, j'ai été violé. Les gens vont vous dire des petits éléments, des petites bribes. Comment est-ce que vous créez l'espace pour lui permettre à cette personne, pour permettre à cette femme, par exemple, de vous parler, de vous dire des choses aussi intimes, aussi profondes que ça, c'est un des enjeux majeurs. Les humanitaires, on est complètement passé à côté de la question des violences sexuelles, pendant longtemps. Sauf quand vraiment c'était, comme en Bosnie ou au Rwanda, vraiment tellement évident. Il y a peu aujourd'hui d'organisations humanitaires qui ont une vraie capacité, si je prends que les humanitaires, de comprendre, d'écouter, d'accompagner. C'est vraiment un enjeu qui reste profond pour nous tous et qui devrait nous remettre en cause, pas juste les sociétés là-bas, mais aussi nous, de comment est-ce qu'on écoute, comment est-ce qu'on fait. Puis mon dernier point, vous l'avez dit, vous Joseph, c'est la question des violences sexuelles, c'est vraiment pas quelque chose qui est étranger ou étrangère. C'est quelque chose qui est très proche de nous. C'est dans nos sociétés, mais c'est aussi, si on prend la France, effectivement, a des soldats aujourd'hui dans des pays. Par définition, j'aurais tendance à dire, c'est aussi proche. C'est proche, ça va toucher, ça touche des soldats, ça touche les armées, ça touche des pays. Et donc, il y a un devoir d'accompagner ça de façon extrêmement proche. Je vais juste dire une chose. À un moment donné, les femmes que j'avais rencontrées, elles faisaient partie justement d'ateliers de théâtre, d'ateliers de musique, d'ateliers de danse. Et c'est ça qui était très beau, après avoir dit des choses tellement douloureuses, de pouvoir se lever et déployer leurs bras et danser. C'était... parce que jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas si c'était possible encore de pouvoir danser, de se lever et marcher, de se lever et chanter. Et quand je les ai entendus, j'en suis... Excusez-moi. C'est très beau. C'est vraiment... Waouh. Pendant un instant, on danse et puis on chante. Et c'est... Excusez-moi. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que l'art a cette force de pouvoir nous aider encore à tenir et nous aider et les aider elles-mêmes à tenir. Et c'est l'endroit où j'essaie de me placer moi aussi à ma hauteur, de pouvoir dire
voilà, comment est-ce que ces femmes tiennent debout et comment moi, je vais tenir debout et comment ensemble on peut tenir debout. C'est un peu une leçon pour les journalistes ou les humanitaires qui font pas que, justement, qui se contentent du témoignage. Peut-être que c'est ça, là, vous dites, pour leur redonner cette dignité, il ne faut pas leur demander simplement de témoigner ou de raconter, mais leur permettre, enfin leur donner la possibilité de retrouver, enfin de trouver des choses comme ça à travers la danse ou le chant ou tout ça. Mais quand même, du coup, ça pose la question, parce qu'au début, vous les faites témoigner, ces femmes, et vous dites bien que des fois, elles vous disent juste, il s'est mal comporté avec moi. On ne rentre pas dans le détail. À quel moment, quand on recueille un témoignage comme ça, vous, Yves, d'accord, vous parliez voilà, on leur demande d'oublier, et en même temps, on peut comprendre aussi que des fois, on a envie justement d'être dans la litote, dans l'euphémisme, voire dans l'oubli d'un traumatisme qui est trop fort. Comment est-ce qu'on va à la fois chercher cette parole parce qu'on comprend bien qu'elle est nécessaire à dire à la fois pour ces femmes et pour nous tous qui sommes concernés par ces violences, et en même temps leur laisser voilà, la part d'indicible si elle existe. Enfin, est-ce qu'il faut négocier ça, et comment s'il le faut? Très souvent, voire tout le temps, je leur posais la question de est-ce que vous vous êtes accepté? Est-ce que vous êtes accepté? Parce qu'il y a un moment où il y a ce rejet, le rejet de la communauté et le rejet de soi, n'est-ce pas? Et cette question m'aidait à savoir si elles se sont réappropriées ce corps qui a été violenté, ce corps qu'on leur a ôté finalement, qu'on a pris par violence, qu'on a pris par sans demander, sans consentement. Et donc, est-ce que vous êtes accepté? C'était le début de la réponse. Quand elle commençait déjà elle me répondait indirectement qu'elles sont en train de... On est en train de s'accepter, de se réapproprier notre corps. Et c'est vrai qu'il y avait des moments comme... le Kinyarwanda, c'est une langue très pudique, donc il y avait des choses... au lieu de dire « on m'a violée », c'est que ce qu'ils ont fait n'est pas digne de quelqu'un qui est bien éduqué, qui a une dignité, une humanité en lui. Mais voilà, elle utilisait quand même ce mot-là, cette expression-là, pour dire comment elle a été violée. Et quand je sentais qu'on approchait quand ça devenait très douloureux, je prenais le temps, on pleurait, parce que les larmes aussi nous aident à libérer certaines émotions non dites, non dissibles. Et cette parole-là, elle me laissait... il y avait un silence qui faisait que moi aussi, j'essayais de comprendre tout ce qu'elles sont en train de revivre. Parce que, mine de rien, j'étais en train de reprovoquer cette parole. Je le réinvitais dans ce trauma, en fait, d'aller chercher, d'aller gratter sous ces plaies qui sont encore là, sous ces cicatrices. Elles n'ont pas encore guéri. On ne guérit pas de ce genre de choses. Mais c'est comment, voilà, aller chercher en dessous, même les enfants. Il y a un des garçons, Nare, il s'appelle, que j'ai beaucoup aimé, un beau garçon, très beau garçon, qui aime le rap. D'ailleurs, il y a un de ses slams dans la pièce. Je lui ai dit aussi, Wari Yachiri, et lui, il a dit non. Très clairement, il n'accepte pas encore le fait qu'il soit né, que son père ait exterminé la famille de sa mère. Et par contre, il essaye de trouver sa dignité là-dedans. Et quand, à un moment, il a commencé à parler, à dire, tu sais, ce qui est le plus douloureux, c'est de ne pas avoir de remerciements, de ne pas avoir de valeur dans ma communauté. C'est comment me définir en tant que jeune homme, parce qu'il a 22, 23 ans. Et une fois qu'il a commencé son slam, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes comme rappeur? Il a énuméré Eminem, il a dit des musiques du Nigeria, enfin il a dit tout un nombre de... Et j'ai dit pourquoi Eminem? Il dit parce que c'est quelqu'un qui est venu de loin, qui a eu des problèmes dans la vie, mais qui a réussi à aller loin. Et j'étais là, mais toi aussi tu iras loin. Et là, du coup, il a commencé à rapper. Et à un moment, il craque dans le slam, et il me demande si je peux m'omaiser. C'est-à-dire, est-ce que je continue? Et c'était pas juste, est-ce que je continue le rap, enfin, ce n'était plus la question qui concernait juste ce slam, c'était est-ce qu'on continue là, est-ce qu'on va plus loin dans le partage, mais aussi dans la vie. Et
Et c'est comment lire derrière, comment être à l'écoute, même quand les paroles ne disent pas tout ce qu'on aimerait entendre ou tout ce qu'on est prêt à entendre. Comment la mère, à Sometime, elle disait qu'on les alignait. Comment est-ce qu'on comprend qu'on prenne ta fille et vous, et qu'on vous viole en même temps. C'est dur à entendre, ça. Enfin, mais je m'étais... C'est même pas que je m'étais blindée pour, parce que non, j'avais pas fait d'exercice de méditation avant d'aller les voir, mais j'étais prête à recevoir tout ça pour pouvoir, à mon tour, vous donner sur le plateau ces différentes émotions que j'ai ressenties. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Moi, ce que j'entends de Dorothée, puisque j'ai entendu hier à ton spectacle aussi, puisque ça résonne tout à fait sur quelque chose qu'on voit. En fait, je pense que quand on est violé, on ne guérit pas de ça. Il n'y a pas l'idée de guérir. Hein. Par contre, on se reconstruit avec. On doit se reconstruire avec ça. Et au fond, l'enjeu, on voit très bien, alors, vous le disiez avant, simplement demander le témoignage, ça ne suffit pas du tout. Donc ça veut dire c'est créer un espace pour pouvoir se reconstruire avec. Je le vois au niveau des individus, je le vois aussi comme un grand enjeu par rapport aux sociétés. Comment est-ce que la société rwandaise, par exemple, se reconstruit avec? Comment la société allemande s'est reconstruite avec, par exemple? Et on voit que ça prend des dizaines, des vingtaines, 30 ans, 40, 50 ans, et qu'il faut libérer la parole, mais il faut aussi accompagner ça. Et là, il y a vraiment un accompagnement qui doit se faire au départ, parfois de façon très individuelle, au niveau de la personne, au niveau de la communauté. Mais vous ne devez pas sous-estimer non plus l'importance de l'accompagner aussi au niveau des lois, au niveau d'un pays, au niveau international. Et vous le disiez, c'est qu'en 2008. C'est à la fois il y a longtemps, puis en même temps, c'est extraordinairement récent qu'au fond, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, reconnaît finalement le viol comme un crime qui est un crime de guerre, comme un crime aussi fondamental finalement que le génocide. Et je pense qu'il y a un énorme travail encore d'accompagnement dans nos têtes, bien sûr, mais aussi dans nos sociétés. Et c'est, je pense, l'enjeu principal qu'on doit regarder. Je peux déjà vous dire au Moyen-Orient, par exemple, qui est actuellement un continent ou une région qui est vraiment en feu, l'enjeu de la violence sexuelle, l'enjeu de la place des femmes dans les communautés va être un enjeu qui va nous accompagner pour les 50 prochaines années. Et il y a peu d'espace aujourd'hui pour faire résonner ça. Il y a peu d'écoute, il y a peu d'espace politique, social, législatif pour accompagner ça. Et s'il y a un travail à faire, ça va être autour de ça. On va devoir se reconstruire avec, pas en ignorant, pas contre, avec. Au Rwanda, même si Dorothée, la pièce a une dimension universelle, hein, c'est pas l'histoire du Rwanda simplement, il y a quand même, par rapport à ce que disait tout à l'heure Yves D'accord, des hommes armés qui arrivent et violent les femmes, il y a quand même une problématique particulière, au sens où c'est, comme on a pu le dire, un génocide de proximité, où ce sont les voisins qui ont tué, violé les voisins. C'était évidemment des hommes en armes, parce qu'ils avaient des machettes et tout, mais c'était des fois, juste la veille, c'était l'instituteur, c'était le prêtre, c'était le maire, c'était le cultivateur juste à côté. Ça, est-ce que qu'est-ce que ça fait à ces violences-là? Est-ce que ça les rend encore plus impossibles ou plus difficiles à se dire et en tout cas se survivre, parce que se vivre à défaut de se guérir? Parmi certaines des femmes que j'ai vues, certains de leurs bourreaux ont été relâchés de prison et sont revenus donc sur leur colline, donc à côté. Donc tous les jours, elles croisent leurs bourreaux, tous les jours. Dont une avec qui j'ai discuté et je l'ai accompagnée sur la route. Arrive un monsieur, il dit bonjour à nous toutes les femmes, on était 3 ou 4, on était 4, il nous salue toutes, et puis il s'en va. Et là, elle me dit, lui, il fait partie des hommes qui ont tué ma famille et qui m'a violée. Je ne savais pas quoi faire avec ma main, parce que je lui avais serré la main. Je ne savais pas quoi faire avec ma main, vraiment. Et je ne peux même pas me mettre à la place de cette dame-là, parce que côtoyer son bourreau déjà, savoir qu'il existe même est tellement incompréhensible. En plus qu'il soit le voisin juste à côté que tu vois,
la même dame me raconte qu'une fois, elle est allée à l'église pour prier, et arrive le moment de l'Eucharistie. Elle s'agenouille, et à côté d'elle est arrivé un autre bourreau. Elle s'est levée, elle est partie, elle a dit « J'ai demandé pardon à Dieu, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rester à côté. » Et il est vrai que cette proximité rend aussi cette manière de vivre avec présent tout le temps. Déjà, l'enfant est là pour te le rappeler. Déjà, l'enfant est là tous les jours, pour te rappeler pourquoi il est là. Et en plus, sans l'enfant, tu sais ce qui t'est arrivé. En plus, à côté, non loin, il y a une partie de ces hommes qui sont tes bourreaux. Enfin, et constamment, c'est cette proximité à ce crime. Et donc, comment... Elle dit ça très très bien. Elle utilisait les images de vivre avec des cailloux dans la colonne vertébrale. C'est comment tous les jours, elle doit se déployer cette colonne pour se tenir debout. Et Dieu sait, elles tiennent debout. Mais c'est un combat quotidien. Et de retrouver, de se laver, de s'habiller, de sortir dans la rue et de marcher. Mais tout en sachant que juste à côté aussi, il y a une partie de ces bourreaux qui sont présents. C'est pas facile. Est-ce que, Yves, d'accord, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en parlant évidemment de la masculinité, des groupes d'hommes armés, est-ce qu'on a quand même des cas de violences faites aux femmes par des femmes? Oui, on a. De façon, ce serait, j'allais dire, anecdotique. Je fais attention par rapport au fait, on n'a pas de cas, à ma connaissance, systématique. Mais ce qu'on a, c'est on a deux types de cas. On a des cas où des femmes sont simplement intégrées dans des milices. Le cas le plus frappant, c'était Liberia, Sierra Leone, où il y a eu des milices de femmes qui étaient d'une violence extrême, qui n'ont pas particulièrement visé les femmes, qui simplement se déchaînaient en violence, qui d'ailleurs... on a beaucoup travaillé avec elles dans les années 90. C'est toutes des femmes qui étaient elles-mêmes, comme jeunes femmes, avaient été violées dans des situations incroyables. Donc c'est des choses qu'on oublie souvent d'ailleurs. Les jeunes en particulier, quand ils sont violés, on a beaucoup vu ça dans les enfants qui sont utilisés dans la guerre, et les femmes en particulier. Les femmes peuvent être très dures, hein, je veux dire, c'est pas que les garçons. Différents types de violences. On a vu effectivement des groupes de femmes se constituer dans des milices, soit intégrées avec des hommes, soit toutes seules en tant que femmes, et quelque part se protéger. C'était leur façon de vivre. Il n'y a pas d'autre espace d'identité. Je pense vraiment qu'il y a une question d'identité. Tu es violé, tu es tapé, tu n'as aucune chance, et finalement ton espace, si on te laisse un espace, c'est peut-être d'être membre d'une milice dans laquelle tu peux te construire. On a beaucoup vu ça chez les femmes et les enfants soldats. Beaucoup, vraiment. Hein. Au fond, il n'y a pas d'autre espace identitaire que, je peux finalement, c'est l'espace qui m'accueille. Donc ça, on a vu. C'est Liberia, Sierra Leone en particulier. Et puis d'autres enjeux qu'on a vus, c'est les guerres de proximité, vraiment. On a vu ça. On a vu effectivement des femmes attaquer d'autres femmes, mais dans un rapport, j'allais dire, cette tension terrible entre communautés ou voisinage. On a vu ça, mais ça reste rare. J'ai aucun souvenir, j'ai rien vu qui me permette de dire de façon globale, on a tout à coup des groupes de femmes qui attaquent d'autres femmes. Non. Mais les femmes ne sont pas à l'abri de la violence. Elles ne sont pas à l'abri non plus d'être elles-mêmes perpétratrices de violence. Il n'y a aucune raison. Quand on écoute Dorothée raconter ce qui s'est passé pour cette femme, ce qui se passe au quotidien, franchement, je ne sais pas, moi je me mets 2 minutes, alors peut-être parce que je suis un homme, je me mets 2 minutes à sa place. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de tuer le bourreau, quoi. Hein, en quelque part. Donc je peux comprendre aussi ce que ça signifie, à quel moment on engage des moments de violence aussi. Alors ça, on pourrait d'ailleurs... Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de l'Irak, de la Syrie, c'est un endroit où on a vu des femmes combattre, hein, notamment des femmes kurdes. Est-ce que c'est d'abord les femmes non combattantes dont le corps est pris comme terrain de guerre, ou est-ce que c'est aussi les femmes combattantes, où finalement, quand les femmes combattent, elles sont moins attaquées, profanées, prises comme terrain de guerre, mais simplement comme un combattant qu'on tue ou pas. Mais est-ce qu'on peut savoir ça ? C'est vraiment une question très intéressante. On voit 2 choses. Il faut vraiment distinguer. Les femmes, en général, qui sont violées, elles font partie de la population civile. C'est clair. Hein. Elles font partie, au fond, de la communauté et on les contrôle, on les occupe. Hein. C'est vraiment ça. Et on prend leur corps et on prend ce qu'elles sont. C'est clair, c'est ça l'élément. Il y a peu d'armées qui intègrent des femmes dans des positions combattantes. Il y en a très très peu. Il y a peu de groupes armés. En Colombie, il y a eu un tout petit peu. Il y a eu effectivement aujourd'hui les Kurdes. Et c'est très intéressant. Une des choses qui est discutée dans les armées, souvent les armées n'aiment pas avoir des femmes combattantes. Et c'est intéressant, et c'est pour 2 raisons.
La première, c'est parce que ça crée des tensions à l'intérieur de l'armée, des groupes. Et ça pose des questions assez importantes. Si vous discutez par exemple avec l'armée américaine, elle reconnaît péniblement le nombre de viols qu'il y a à l'intérieur de l'armée est très problématique. Vous avez vraiment une pression sur les femmes, y compris des femmes officiers, etc., par leurs collègues masculins, qui est tout à fait inouïe. Donc il y a de nouveau quelque chose en jeu dans l'espace militaire. Donc les armées sont toujours un tout petit peu, on peut pas dire assez mal à l'aise avec ça. On se rappelle la décision du président Obama, donc c'est très récent, qui a permis aux femmes d'avoir vraiment des fonctions combattantes et leur dire vous êtes égal des hommes, donc vous pouvez être dans les Special Forces, vous pouvez faire comme ça. Il y a un certain malaise par rapport à ça. Et puis le deuxième, il y a évidemment l'idée de penser qu'une femme combattante peut être prise otage et on peut jouer avec cette dimension-là. Et de nouveau, c'est intéressant, il y a en jeu, c'est pas tellement la femme, en jeu, c'est l'armée, le groupe, qui au fond n'a pas envie qu'un des siens soit humilié, et à travers cette humiliation, que le groupe lui-même soit humilié. Ça, c'est assez intéressant en termes de jeu, et assez tragique, ce que ça veut dire. Mais en fait, en termes de victimes, c'est les femmes civiles. C'est ça qui est en jeu, c'est pas les femmes combattantes. Les femmes combattantes sont souvent en position de se défendre. Leur problème à elles, c'est souvent leur père. C'est pas tellement les ennemis. Elles sont en position de se défendre, elles ont les armes. C'est puissant d'avoir les armes. Les femmes civiles n'ont pas d'armes. Elles sont totalement à la merci. Au Rwanda, il y a eu des femmes armées qui ont résisté au bourreau? Pas que j'en sache. En tout cas, je n'en ai pas rencontré. Je sais que, à travers des histoires de résistance, notamment à Bisesero, il y avait des vieux, des enfants, des personnes de tous âges qui ont résisté. Donc oui, ces femmes, il y a eu des femmes sûrement qui ont jeté des pierres et je n'en connais pas personnellement. Il est déjà un peu plus de midi, on va bientôt faire passer un micro. J'ai juste encore, pour que vous puissiez rentrer dans la discussion et poser vos questions à Dorothée et à Yves. J'ai encore une question, là, vous parlez de Bisesero, qui est un nom qui résonne dans l'histoire française. On est dans un moment assez particulier aujourd'hui en France vis-à-vis de ce qui s'est passé au Rwanda, du génocide des Tutsis, parce qu'il y a eu de nouveau à la fois un article dans la revue 21, je ne sais pas si vous avez vu, de Saint-Exupéry, fondé sur le témoignage notamment du capitaine Ancel, qui avait un rôle assez important pendant l'opération Turquoise, sur en fait la responsabilité de l'armée française au Rwanda. Parce que historiquement, vous le savez, la France était alliée du pouvoir Hutu et a soutenu le gouvernement provisoire et sans doute permis la fuite de génocidaires, que ce soit au Congo ou en France. Il y a un livre très marquant qui est sorti de l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un grand spécialiste des violences de guerre de la Première Guerre mondiale, qui a récemment écrit un livre qui s'appelle Rwanda, une initiation, que je vous conseille, outre que c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui est par ailleurs le frère de Fred Vargas, la fameuse archéologue, et qui écrit des romans policiers, et il raconte à quel point au fond il a été saisi par le Rwanda, parce que lui vient d'une famille très conservatrice, de droite, qui croit aux valeurs militaires, et il comprend que ça a été bafoué au Rwanda. Mais que cette histoire-là, elle n'est pas encore complètement écrite, notamment parce que les archives de l'Élysée ne sont pas disponibles, même si une partie d'entre elles ont été exploitées. Est-ce que vous, Dorothée, là, c'est un peu difficile à dire parce que c'était la première de Unwanted hier, mais votre pièce va tourner l'année prochaine un peu partout jusqu'aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a quand même une volonté de dire quelque chose de spécifique au public et aux politiques français avec cette pièce? Est-ce que voilà, la France n'est pas un pays parmi d'autres si on considère le génocide des Tutsis? Je crois que c'est un travail que j'avais déjà commencé avec ma première pièce, Samedi détente. Là, l'angle d'attaque est différent parce que non seulement je veux parler de mon pays, des femmes de mon pays, des enfants de mon pays, mais aussi je veux parler de la femme. Et donc c'est comment effectivement inviter le public français à
à aller chercher, à aller découvrir. C'est une invitation à en savoir plus sur l'histoire de mon pays, sur comment ça s'est passé. Et pas juste dire, pas juste pointer le doigt, mais de redire, ok, là maintenant en 2017, il y a eu ça qui s'est passé en 1994 et ça continue encore ailleurs aujourd'hui. Et pendant ces 23 ans, même avant, comme disait Yves, en ex-Yougoslavie ou pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et demain ça va encore se passer, je suis désolée, mais c'est malheureusement une caractéristique de notre monde, de notre humanité. Et donc moi, avec Unwanted, je veux ouvrir encore un peu plus cette parole, bien sûr en puisant dans mon histoire, en puisant dans ce qu'on a vécu, et puis aussi ce que nos deux pays, donc la France et le Rwanda, qu'est-ce qui nous lie et nous dissocie aussi, et comment vous convoquez, vous qui êtes français, j'imagine la plupart, ou suisses, à pousser la pensée encore plus loin, et la responsabilité humaine, et la responsabilité citoyenne, et la responsabilité, voilà, juste dans ce pays et ailleurs. Et c'est pourquoi, moi, la figure féminine m'importe, qu'il ne soit pas juste rwandaise, mais aussi, et pas juste congolaise ou africaine, orientale, américaine. Enfin, c'est une question qui doit nous préoccuper en tant qu'être humain. La France, elle a un pays particulier. En particulier, une des raisons claires pour moi, c'est qu'elle est quand même un siège permanent au Conseil de sécurité. Ça vous donne des droits, mais aussi des devoirs. Vous avez le droit de faire veto. Vous avez aussi le droit de pousser un certain nombre de choses. Il n'y a pas aujourd'hui au monde d'endroit plus clair pour, au fond, s'occuper de la sécurité et de la paix du monde. C'est convenu comme tel. Il y a une résolution qui a été passée en 2008 par rapport au viol de masse, comme crime de guerre. Il y a une responsabilité extrêmement clairement du Conseil de sécurité pour faire en sorte que, au fond, dans les conflits aujourd'hui, ce soit considéré comme un élément clé où on sanctionne, c'est parfaitement possible. Donc moi, je m'attends que la France s'occupe de ça, en fasse un combat principal, absolument. Et que donc, pour le faire, elle doit se poser la question de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça me paraît évident. Si elle veut pouvoir, si on part de ce que Dorothée dit, sans maintenant dire est-ce que c'était la faute d'un président ou de l'autre, mais de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça ne se passe plus? Mais c'est ça la question qu'on a envie de vous poser, même si elle est quasiment impossible, mais de dire, parce que là on a beaucoup parlé de la réparation, de comment on peut faire, mais voilà, est-ce qu'on peut empêcher cette invariant anthropologique qui existe depuis que les guerres existent? La réponse est oui. À quelles conditions? On l'a entendu, il y a plein de conditions, mais une des conditions qui est claire, c'est la sanction. C'est clair, je veux dire. C'est clair que les hommes armés en particulier, qui soient d'ailleurs dans une armée étatique ou non étatique, ils ne seront pas complètement cons, ils vont quand même réagir si, au fond, il y a une sanction, s'ils savent qu'au fond, ils seront sanctionnés si viol il y a, et que ce sera une sanction, et quoi qu'il se passe, ils vont être sanctionnés, je peux vous dire, ça va faire une différence. Aujourd'hui, il y a totale impunité, il y a diffusion de responsabilité. Un des soucis que j'ai, par exemple, en Syrie, pour prendre l'exemple de la Syrie ou de l'Irak, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de troupes qui sont véritablement elles-mêmes en contact. C'est la diffusion de responsabilité. On entraîne, au fond, des groupes, des armées qui vont faire la guerre en votre nom. Hein. Ou alors, la question rwandaise, vous l'avez bien posée, vous envoyez, vous n'êtes pas au clair, c'est l'espèce de mandats qui ne sont pas clairs. Et au fond, à la fin des temps, évidemment, la question des femmes est la dernière question à vouloir se poser. Or, je fais partie des gens qui pensent que, par exemple, si vous décidez d'entraîner une équipe, ce qui est le cas, par exemple, de la France, mais ce n'est pas seulement la France, aujourd'hui, vous avez une coalition de 31 États qui, en Irak, entraînent les milices chiites, les milices kurdes, l'armée irakienne. Je fais partie des gens qui pensent que quand vous entraînez quelqu'un, vous avez une responsabilité entière par rapport à ce que ces gens vont faire en votre nom. Et donc, pour que ça soit clair et posé sur la table, il faut évidemment que le cadre juridique soit clair. Et pour faire ça, il faut que vous ayez réglé un tout petit peu vos histoires par le passé, ça aide. Dorothée Mounianeza. Je n'ajoute rien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir inauguré, il me semble, avec force et éloquence ces premiers ateliers de la pensée qui nous emmèneront pendant 3 semaines jusqu'à la fin du festival. Il y a 2 jeunes femmes avec des micros et des t-shirts rouges qui peuvent vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions.
à Yves et Dorothée. Non. Bonjour. D'abord, merci à Dorothée. J'ai déjà remercié tout à l'heure pour son spectacle d'hier. On en sort, mais scotché, vraiment. Et ça vous donne des leçons, franchement. Donc, je voulais la remercier une fois. Et revenir aux chefs de guerre, enfin, des militaires qui ne sont pas des militaires. Enfin, bon, il y a les militaires qui violent pour violer, ok, malheureusement. Mais les chefs de guerre, est-ce qu'ils, je ne sais pas si je vais m'exprimer comme il faut, mais est-ce qu'ils ne donnent pas comme fil conducteur à leurs soldats de violer la femme pour mettre l'ennemi plus loin dans son ventre, quoi, d'aller plus loin en pensant que cet enfant qui va naître, évidemment, ne sera pas le bienvenu et qui peut, après, je ne sais pas comment exprimer ma pensée, mais qui peut devenir un ennemi potentiel pour la communauté, pour aller plus loin. Il y a des ordres, c'est sûr, oui, de dire prenez ces femmes et laissez-y quelque chose. Donc, tout à l'heure, je disais, c'est des maladies où elles tombent enceintes. Et justement, c'est comment la société ou la famille, une fois que cet enfant est né, une fois qu'il y a des descendants qui sont nés de ces bourreaux, s'implique afin que justement ce cercle vicieux de violence soit interrompu. Je l'avais dit d'ailleurs dans ma note d'intention, c'est comment arrêter le cercle vicieux de la violence pour que les victimes d'aujourd'hui, donc ces enfants nés de viol, ne soient pas tellement violentés et poussés à bout qu'eux aussi deviennent tellement amers et deviennent eux à leur tour des bourreaux d'autres personnes. Et donc c'est maintenant qu'on interrompt la violence. Ce n'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est maintenant qu'il faut apporter une certaine une qualité de vie qui fasse qu'on arrête cette violence-là aujourd'hui. Oui, pour répondre à votre question, on sait en tout cas dans 2 cas, aujourd'hui il y a plein d'autres cas, mais on sait que dans 2 cas, il y a un cas dont on a peu parlé aujourd'hui, c'est le Bangladesh et le Pakistan. Dans les années 70, une guerre extraordinairement violente, et on sait qu'il y a eu des instructions qui ont été données, non seulement de violer, mais de mettre enceinte. On sait qu'il y a eu des instructions qui étaient données aussi dans la guerre bosniaque, ou Serbie, bosniaque, Balkan, et des instructions alors de tous les côtés, qui étaient de dire non seulement violer, mais chercher à mettre enceinte. Et au fond, c'est extraordinairement interpellant de penser qu'il y a des chefs de guerre qui non seulement vont permettre, mais vont favoriser, et qui se posent la question, au fond, de dire « je veux que vos victimes portent vos enfants ». Et là, je n'ai pas l'impression que c'est pour créer automatiquement un ennemi dans la communauté. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est d'abord un élément de terreur. On oublie toujours que c'est des guerres qui sont d'abord civiles. Donc imaginez ce que ça veut dire pour les populations civiles qui entendent au fond que les troupes, quand elles avancent, elles vont violer toutes les femmes. Et que non seulement elles vont les violer, mais qu'en plus il y a une ambition, il y a une volonté de les mettre enceintes. Donc je pense que ça a un effet totalement dévastateur sur les communautés qui évidemment vont partir parce que c'est trop difficile. Vous n'avez pas d'autre choix, vous voulez protéger votre famille, vous allez devoir quitter. C'est un des grands enjeux, et on sait que le viol est souvent à son pic, si on peut dire ça comme ça, dans les cadres de génocide ou de ce qu'on appelle de nettoyage ethnique. Vous cherchez à pousser les populations hors de territoire ou à occuper d'autres territoires. Donc c'est plutôt un enjeu de terreur, d'humiliation absolue de la communauté et de l'impact que ça peut avoir. Mais oui, on a vu des ordres être donnés. Et ce qui est très impressionnant, c'est que certains des gens qui ont donné ces ordres sont encore aujourd'hui parmi nous et ils n'ont pas été condamnés. Il y avait une question là au premier rang et puis ensuite là. Bonjour. Je voulais déjà vous remercier d'aborder un sujet aussi difficile et aussi beau. Et je pense que ne serait-ce que en faisant le travail que vous faites un travail énorme de guérison. Donc je voulais vous remercier pour ça. Je voulais vous poser une question du point de vue de quelqu'un qui met en scène et qui fait du théâtre.
au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce The Monument, qui a été écrite aussi sur les violences sexuelles au Rwanda, mais par une Canadienne juive dont les grands-parents avaient vécu la Shoah et donc qui se sentait une universalité dans le génocide et dans les crimes sexuels en particulier, mais qui a été beaucoup critiquée au Canada parce que, en tant que blanche, en tant que Canadienne, est-ce qu'elle avait réellement le droit de représenter cette souffrance qui n'est pas la sienne finalement? Et donc ma question pour vous, c'est comment vous vous sentiriez aussi honnêtement que possible si Unwanted était remonté par quelqu'un qui ne connaît pas le Rwanda, qui a peut-être une connaissance des peines de la femme et dont les acteurs peut-être aussi, mais peut-être pas non plus. Où est-ce que vous tracez la ligne entre universalité et respect des différences et respect des cultures? Oh. Vous avez 2 minutes. En fait, c'est une question souvent que je me pose comme artiste, de me dire quels sont les sujets dont on peut s'emparer et d'autres qu'il ne faut pas trop toucher parce qu'ils ne nous appartiennent pas, entre guillemets. Notamment, c'est des questions que je me pose avec mes frères et sœurs africains, enfin, en venant du continent africain, où on dit, est-ce que quelqu'un d'autre qui ne vient pas du continent peut s'emparer des sujets qui ont attrait au continent? Je ne pense pas qu'on possède, que la possession est juste la nôtre. Je pense qu'on peut tout à fait s'emparer de sujets que nous n'avons pas nous-mêmes vécu. Le fait de l'avoir vécu nous donne quand même une plus grande portée peut-être, ou une plus grande empathie ou sensibilité, mais en tant qu'artiste, je ne sais pas si vous êtes artiste, mademoiselle, oui. Je ne vais pas vous dire ne vous emparez pas d'un sujet parce que vous venez pas de là-bas. C'est déjà le fait d'avoir envie d'aborder un sujet est en soi un geste très fort. Exact. Et qui ne doit pas être freiné par le fait de dire je n'ai pas vécu cette chose-là donc je ne peux pas en parler. Mais c'est comment vous allez y aller. Il faut être très honnête et ne pas rentrer dans des rapports seulement artistiques, mais d'aller puiser sous vous renseigner tout le travail qui est à voir, je ne sais pas si c'est un sujet qui a à voir avec l'Afrique, lire sur les périodes coloniales, les périodes postcoloniales, enfin, vraiment rentrer dans le sujet, aller sous cette couche, parce qu'on a tellement des vécus qui ne sont pas juste aujourd'hui, je vais juste lire un livre et je connais tout. C'est vraiment, si vous voulez aller dans ces genres de matières que vous n'avez pas vous-même vécu, c'est comment aller le plus proche, le plus véritablement proche de ces gens ou de ces matières en allant sur le terrain pour que à la fin vous soyez habité. C'est des choses qu'on ne peut pas faire juste par des on-dit, des je sais pas quoi. C'est vraiment si c'est un sujet qui vous tient à cœur ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur qui sont loin de votre vécu, d'abord aller vraiment le plus proche possible pour pouvoir enfin vous l'approprier et le défendre. C'est vous qui saurez si vous êtes proche de cette vérité-là. Madame, et ensuite premier rang. Oui, bonjour. Nous allons aller voir votre pièce avec un groupe de femmes et je crois que déjà la rencontre avec vous est déjà très forte. Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais le fait de parler de la guerre et des violences faites aux femmes en temps de guerre me renvoie tout de suite aux violences faites aux femmes au quotidien, chez nous, ici, partout, donc du rapport de l'homme et de sa puissance sur la femme. Et je pense que tout part de là. Mais voilà. Donc, j'ai 2 questions. Une pour monsieur. Vous parliez tout à l'heure des violences et des viols, plus particulièrement, que les soldats pouvaient faire à l'intérieur de leur propre corps d'armée aux États-Unis. Je voulais savoir si c'était en temps de sur un champ de guerre, donc peut-être dans une situation particulière qui exacerbe et qui démolit et fausse tout.
Et la deuxième chose, c'était à vous, madame, les enfants, aujourd'hui qui sont des adultes, que deviennent-ils? Comment ont-ils trouvé, pris, obtenu une place à l'intérieur de la société, de ce pays? Quelle formation ont-ils? Voilà. Comment vivent-ils? D'accord. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir des enfants? En ce qui concerne les violences, et vous trouverez ça facilement sur Internet, il y a en fait pas mal d'études qui ont été faites dans l'armée américaine, mais ce n'est pas la seule, hein, dans toutes les grandes armées aujourd'hui qui intègrent des femmes. C'est en temps normal, ce n'est pas du tout en temps de guerre, c'est en temps normal, entre guillemets. Hein. Vous avez sur les bases américaines en particulier, il y a eu tout un travail qui a été fait. À partir de 2010, c'est devenu assez compliqué. La question s'est posée, entre autres, quand aux États-Unis, il y a eu 2 grandes questions qui sont posées il y a quelques années. Une, c'était au fond, est-ce qu'on reconnaît qu'il y a aussi des homosexuels dans l'armée? Très compliqué, c'est quelque chose complètement tabou, qui était très très compliqué aux États-Unis comme débat. Hein. Et puis la deuxième question, c'était les violences sexuelles, en particulier liées au fait, est-ce qu'on accepte que les femmes puissent avoir des fonctions de combat? Pendant très longtemps, les femmes dans les armées ont été en fait mises dans des fonctions de soutien, hein, à l'arrière. Et depuis quelques années, vous avez une évolution par rapport à ça. Mais ça, obligatoirement, refait ressurgir la question des tensions et entre autres des rapports de nouveau de pouvoir entre les hommes, hein, dans les équipes, mais aussi entre les hommes et femmes. Et là, je voulais juste vous dire que vous avez entièrement raison. Hein, ce n'est pas parce que les conflits, au fond, existent que vous avez plus de viols, malheureusement. Hein. Les cas les plus frappants, c'est les cas qui ont été assez bien étudiés, c'est le Libéria et le Sierra Leone, de nouveau, où les conflits en tant que tels ont diminué, et on n'a pas vu une diminution du nombre de viols, on a vu une augmentation du nombre de viols. Hein. Parce qu'effectivement, mettent en jeu des sociétés où, je pense, la fabrique sociale et le contrôle social évoluent, et sans doute un tout petit peu altéré, voire détruit, et que ce que vous avez, et Dorothée l'a dit, vous avez beaucoup de viols de proximité. Ça reste une réalité aujourd'hui qui fait que dans la communauté, dans la famille, vous avez encore aujourd'hui énormément de pression. Et dans les sociétés qui ont été victimes de guerre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre total de la fabrique sociale. Et c'est ce qu'on oublie, c'est que même si aujourd'hui on devait arrêter la guerre en Syrie, prenons cet exemple, hein, on l'arrêtait aujourd'hui, et on cherchait vraiment un travail de paix, on sait qu'en termes de simplement de fabrique sociale, ça nous prend 30, 40, 50 ans d'équilibre juste pour trouver. Regardez, le bon exemple, c'est le Liban aujourd'hui, Beyrouth, ville extraordinaire qui a été reconstruite, où en fait, si vous allez à Beyrouth, presque tous les endroits, les bâtiments sont reconstruits, mais socialement, hein, vraiment, la fabrique sociale, comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui va mettre encore des décennies avant de travailler. C'est alors un des grands enjeux du Rwanda. Et je pense qu'une des choses qu'on sous-estime et qui est un des grands problèmes qu'on a avec le Rwanda, c'est qu'on a, nous, la communauté internationale, un rapport très particulier avec ce pays. D'un côté, il y a eu ce génocide, et je pense qu'il y a un vrai sentiment de culpabilité, il faut le dire. Quand même, il faut quand même le clairement dire. Ce génocide aurait pu être prévenu, en tout cas une partie. Et on sait aujourd'hui, il y a de l'information, donc c'est pas que la France, hein, c'est les Nations Unies, c'est un certain nombre de pays qui ont sans doute loupé vraiment leur fonction. Mais c'est aussi un pays, aujourd'hui, le Rwanda, qui s'est reconstruit d'une façon très particulière. Évidemment, on voit très bien la difficulté que la communauté internationale a accepté ça et a trouvé le lien intact. Et de nouveau, là, on est en plein dans des questions assez complexes, quoi. Donc moi, comment je me suis rendue au Rwanda pour mes recherches et rencontrer ces femmes, et je tenais à rencontrer leurs enfants également. Et Godlive Mkasalassi, elle travaille avec les enfants. Enfin, non, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire les enfants. Si, je dis les enfants parce que c'est les enfants de 22 ans. Ouais. Voilà. Mais c'est des jeunes adultes de 22-23 ans. Et j'ai eu la chance de les retrouver dans un séminaire. Ils se rencontraient, ils étaient à peu près 70 ce jour-là, enfin, pendant toute cette semaine-là, à Kamoni. Et ils passent leur journée à discuter de comment ils vivent leur quotidien, qu'est-ce qui est le difficile à porter, qu'est-ce qui est des progrès qu'ils ont fait depuis le début, qu'ils ont appris la vérité, parce qu'il y en a qui ont appris la vérité il y a quelques années, d'autres qui apprennent là maintenant qu'ils sont nés de viol. Donc il y avait plusieurs catégories de vérité ou d'acceptation de soi, plusieurs niveaux. Et ils avaient plusieurs intervenants qui venaient pour leur donner des cours de comment dire, de morale, de se donner le moral, enfin oh là là. Un cours de morale, ça veut rien dire. Non, ça veut dire autre chose. Reconstruction. De reconstruction, comment, quand ils ont des problèmes, comment se reprendre soin de leur corps, comment prendre soin de leur mère, parce que souvent les mères sont
malades, donc comment prendre soin d'elles, et puis les apprentissages qu'ils ont pu faire, des études. Souvent, ils sont pauvres, les mères sont pauvres, donc ils ne vont pas au-delà des études secondaires, ou même parfois études primaires. Et ils doivent assez vite trouver un travail, mais c'est compliqué parce que déjà c'est compliqué de trouver un travail avec un diplôme tout simplement, mais en plus eux en étant à la campagne et qu'ils ont ce passé-là, et donc c'est comment trouver, petit à petit ils trouvent déjà leur place et après trouver une vie, un semblant de vie équilibré, mais c'est quotidiennement qu'ils cherchent cette place-là, c'est pas encore complètement acquis. C'est compliqué pour qu'ils se disent je peux aller demander un stage là-bas, parce qu'ils savent que s'il reste dans ce village, on sait qui il est. Donc, est-ce qu'il n'a pas ce travail-là ou ce poste-là parce qu'il est né de viol, ou c'est parce que tout simplement quelqu'un d'autre a eu ce poste avant lui? Donc voilà, mais tous ne sont pas marginalisés. Et le fait qu'ils se connaissent, en plus qu'ils peuvent se retrouver, ils savent que tous ceux qui étaient là, ils sont nés de viol, donc il n'y a pas besoin d'expliquer il n'y a pas besoin d'en parler. Ils savent qu'ils sont ensemble, ils ont le même vécu et ils chantent ensemble. Eux aussi, c'était magnifique. Ils étaient tellement tous très beaux, très gays même, juste par moments. Voilà, on lisait sur le mur des choses qu'ils avaient écrites comme j'aimerais pouvoir sortir de la je veux sortir de ma tristesse, de mon tourment. Et ça, c'est une des choses, comme des objectifs dans la vie. Qui ici se donne comme objectif de sortir de sa tristesse tous les jours, de l'écrire sur une pierre et de dire « Je veux ndashaka kuva mugahinda ». C'est beau. Et en même temps, moi, je le lisais et ça me fend le cœur, mais je me dis voilà, c'est un combat quotidien pour eux. Il y avait une question là au premier rang, une ici, une là-bas, et puis peut-être qu'après on libérera Dorothée qui doit préserver sa voix, qui est très sollicitée, si vous voyez la pièce, donc voilà, qui doit la garder un peu. Bonjour, Bwanga Pilipili. Ça part, voilà. Je viens de Bukavu, donc en République démocratique du Congo. Et c'est vrai que quand Milo Raoult m'a demandé de rejoindre l'équipe d'Edge Radio, je me suis dit ok, là c'est l'endroit, c'est le moment de régler les problèmes avec un pays où on n'a pas compris comment on a hérité donc d'un génocide de 94 et puis de ce qui se passe aujourd'hui. Et ma question est la suivante, parce que après avoir été très très fâchée contre tout le monde, hein, contre le Congo, contre la France, contre la Belgique, contre la Suisse aussi, hein, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? Je voulais savoir, donc j'ai deux questions. La première, c'est survivantes ou résistantes ou combattantes et tout ça. Donc ces femmes que vous avez rencontrées, quel nom leur donnez-vous? Parce que il y en a beaucoup qui refusent le statut de victime. Pourtant, il faut passer par là. Là, j'entends beaucoup, voilà, la guerre, c'est un peu une affaire d'hommes. Néanmoins, il y en a qui disent, voilà, on est en guerre. Donc, à un moment, j'étais non, ce sont des guerrières. Et puis, et là, voilà, j'aimerais savoir, donc, dans le travail, comment vous avez abordé ça? Simplement, hein, c'est pas juste une question de sémantique, mais c'est pour un peu clarifier un peu dans mon esprit. Et puis, aussi, c'est que, voilà, pendant longtemps, nous, c'était les cousins des Grands Lacs. Donc, on a grandi ensemble, les tantines, les mariages et tout ça. Et donc, du coup, il y a toujours autant d'amour. C'est pas simple, mais il y a de l'amour. Et je voudrais savoir si les femmes que vous avez rencontrées au Rwanda, elles gardent ce lien-là. Parce que quand je joue Edge Radio, que je joue Valérie Bemereki, c'est dur. Et les gens se disent, mais c'est quoi cette Congolaise qui vient jouer, c'est ça et tout. Mais on comprend. Parce que c'est notre histoire à nous. Et en plus, c'est une histoire de femme. Et donc là, c'est peut-être un troisième truc que je déborde, mais en même temps, je veux dire merci. C'est qu'effectivement, il serait très, très naïf
ou même un peu léger de penser que ce n'est qu'une histoire d'Africains. Comme on l'a dit, voilà, il y a la Syrie, mais en France aussi, et donc je rejoins ce que Madame dit. Les violences faites aux femmes, c'est pas un ensauvagement comme ça localisé. C'est vraiment un regard et un traitement médiatique problématique de la condition des femmes ici et ailleurs. Et donc, voilà. Merci. Les questions, c'était... comment je les nomme, ces femmes? Je pourrais dire les femmes debout. Oui. Je vais les appeler les femmes debout pour un peu emprunter les hommes debout de Bruce Clark. C'est un plasticien avec qui je travaille, notamment sur Unwanted, qui m'avait touchée dans sa manière de peindre ces hommes, ces femmes, ces enfants debout. Et quand j'ai vu celle que j'ai rencontrée, vraiment, je m'attendais à rencontrer des femmes anéanties qui ne tiennent pas debout, qui ne... La colonne vertébrale brisée, l'intérieur des cuisses brûlées. Pour moi, c'était... je m'attendais vraiment à ne pas rencontrer de femmes qui tiennent debout. Donc, pour moi, je les appellerai ainsi. Je les appelle ainsi. C'est rencontrer ces femmes debout qui cherchent cet endroit où elles vont percer, quoi. Et aujourd'hui, c'est cette dignité-là qu'il ne faut pas qu'on oublie, malgré la violence, malgré tout ce que toutes ces femmes sont en train de subir partout, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en France, dans leur maison, dans leur intimité. Voilà, c'est comment nous, en tant que femmes, il faut qu'on tienne debout. Il faut qu'on cherche l'endroit où on tient debout. Parce que c'est vrai que les hommes cherchent à nous anéantir d'une manière ou d'une autre. Mais ensemble aussi, et avec certains hommes qui tiennent debout avec nous, voilà, tenons debout, essayons de tenir debout. Et l'autre question, c'était quoi? C'est le lien avec le Congo. Ah oui, d'ailleurs, sur Unwanted, j'ai sollicité Faustin Ignakula, qui est donc un frère du Congo, parce que je savais que lui aussi, c'est un vécu qui est le sien, de votre pays, oh, nos grands frères et sœurs du Congo, c'est comment parler de mon petit pays et de ce grand pays et de ces femmes, parce que justement, le film qui m'a interpellée, c'était Mukwege, pour revenir au début, Denis Mukwege, et parce que ce qui se passe là-bas me touche énormément, me touche profondément, parce qu'il y a cette proximité, ce lien, notre passé, notre présent et notre futur, qui fait que je ne peux pas parler de mon pays sans parler du vôtre. Et on sait aussi qu'est-ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui, ce qui se passe au Burundi par exemple, aujourd'hui aussi, va avoir un impact sur non seulement la région, mais sur nous tous. Il faut qu'on soit conscient que les Grands Lacs, ça fait partie de notre histoire, et pas seulement une histoire dont on aimerait retrouver les archives, mais l'histoire d'aujourd'hui qui va continuer à définir, je pense vraiment profondément, ce qu'on va être ensemble, vraiment. Madame, au fond. Oui, merci beaucoup pour ces très beaux témoignages, voire réflexions sur un sujet très émouvant. J'avais une question à poser, c'était sur finalement la construction des virilités. On voit que le cœur de la problématique, finalement, c'est la construction de cette masculinité, cette virilité. Et est-ce que finalement, dans ces pays qui ont vécu ces traumatismes, est-ce que les villages se questionnent sur l'éducation des garçons, entre autres, puisque ce sont eux qui sont devenus des bourreaux. C'est notre ami, notre voisin qui, d'un coup, va violer son ami, sa copine, sa voisine. Donc, est-ce que, du coup, ça a permis, effectivement, d'aller plus loin sur comment on éduque les garçons? Et puis, c'est une question qu'on peut ouvrir sur nos pays aussi. Voilà, merci. C'est sans doute la bonne question. En tout cas, une des bonnes questions, je trouve qu'on n'aborde pas assez. Je la vois, on pourra en parler par rapport à des sociétés particulières, mais je trouve que ce n'est pas une question qu'on aborde assez. Bon, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de la violence sexuelle faite aux femmes? Qu'est-ce que ça fait résonner? Une des choses que ça fait résonner, c'est comment est-ce que les hommes se construisent, comment ils se reconnaissent
comment leur virilité, au fond, leur masculinité est mise en jeu. Et c'est particulièrement vrai là j'aimerais vraiment le dire, c'est particulièrement vrai dans les situations de violence et de guerre, parce qu'évidemment, se rajoute à ça des instruments que sont les armes. Et on oublie toujours que les armes donnent un impact énorme sur l'individu, ils vous donnent un sentiment de toute puissance, vraiment. Et donc il y a vraiment un enjeu autour de cette question-là, et je pense qu'on la parle pas, et on parle pas au niveau de l'éducation, c'est juste, mais pas non plus dans l'éducation dans les armées, c'est aussi très intéressant, puisqu'on fait l'éducation dans les armées, principalement, le travail principal qu'on fait par rapport à vous, c'est justement de en fait, mettre en valeur et en priorité le corps, l'esprit de corps que vous avez, le lien, la loyauté que vous avez par rapport à votre équipe, par rapport à votre pays éventuellement. Et ça se fait évidemment au détriment des autres. Ce qui est très très impressionnant, évidemment, quand vous faites la guerre, vous êtes obligé évidemment pour pouvoir travailler, c'est assez connu d'ailleurs, de déshumaniser au fond l'autre. Il y a peu de gens, il y a des études qui ont été faites, sociologiques, qui disent qu'à peu près, il faut faire attention à ces chiffres, il y a à peu près 1%, pour donner un nom, de gens vraiment qui ont du plaisir à faire mal aux autres. Quand je dis 1%, ça sont tout de même moins. Mais 99% des gens, y compris les hommes, ils ont relativement peu de plaisir à aller couper quelqu'un, ou tuer quelqu'un, franchement. Donc en fait, vous devez l'éduquer à le faire. Vous devez lui permettre de le faire. Et c'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu d'éducation, qu'est-ce qui est en jeu? Il est clé pour moi. Il est totalement clé. Et je fais partie des gens qui pensent que l'enjeu, il est à la fois dans l'armée, par exemple. Il y a un énorme travail qui est fait, d'ailleurs, que nous, on fait à l'intérieur des armées directement, mais aussi au niveau de la société. Et pour moi, c'est clair. Et un des éléments, on en a brièvement touché, comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la sexualité elle se discute, comment elle se vit, rapport homme-femme. Je pense que là, il y a vraiment des enjeux dans nos sociétés qui sont vraiment à mettre sur la table, ça c'est clair. Je pense que c'est vraiment la bonne question. Pardon, je vais juste dire un truc. Je vous conseille vraiment de le regarder, ce documentaire, L'homme qui répare les femmes. Il y avait un moment où le docteur Mukwege, il dit, quand il avait opéré une petite fille, et puis il dit, je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle chose alors qu'on est sorti d'une femme, alors qu'on est né d'une femme, et qu'on puisse violenter autant les femmes. Et souvent, dans les sociétés, effectivement, comment éduque-t-on les hommes pour qu'ils respectent la femme, l'être humain féminin, dans toute sa grandeur, dans toute sa place, et lui donner et pour qu'au moment où ces valeurs risquent d'être mises en danger, il se rappelle cette femme, la mère, parce que c'est ça aussi qu'il cherche à faire, c'est détruire la vie que porte la mère, et donc éduquer profondément le garçon ou les hommes pour que même quand les valeurs sont détruites, on se rappelle quelque part, la femme. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question et après on vous libère. Bonjour et merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet si sensible et si intéressant. J'avais d'abord une question à vous, monsieur, concernant l'initiative dont vous parliez auprès des Nations Unies, du Conseil de sécurité, auprès de ces grandes instances qui dirigent un peu notre monde. Est-ce qu'il y a vraiment une initiative qui est portée pour déclarer le viol comme étant un crime contre l'humanité? Est-ce que la Croix-Rouge ou d'autres organismes font quelque chose? Et je me demandais aussi, madame, est-ce qu'il y a des initiatives artistiques au Rwanda qui permettent de libérer cette parole, comme vous en avez parlé? Est-ce que vous pensez peut-être en créer une? Est-ce que vous comptez peut-être donner des représentations aussi de votre spectacle au Rwanda? Voilà, merci. Il n'y a pas à ce jour d'initiative véritablement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, il y a eu une très très forte pression en fait, pour que le Conseil de sécurité, au fond, fasse une résolution par rapport à une question spécifique qui était au fond le viol de masse, comme crime de guerre. Elles reconnaissent comme crime de guerre. Et ça, c'était important que ça fasse, mais il n'y a pas eu de suivi. Il y a peu de suivi. Il n'y a pas vraiment d'initiative globale. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque. Et si je fais une comparaison, on pourrait s'inspirer, on a, nous, travaillé sur une question totalement différente, mais aussi très tabou, qui est toute la question, au fond, des hôpitaux et du personnel médical, qui est systématiquement attaqué. On en voit une grande évolution dans les conflits. Jusqu'à il y a peu, c'était un peu, ma foi, ça arrive, c'est un peu, comment vous disiez-vous, ça, c'est les dégâts collatéraux. Et aujourd'hui, on comprend très très bien que c'est pas du tout les dégâts collatéraux, c'est depuis le premier jour du conflit,
vous mettez la pression sur le système de santé, que ce soit son personnel ou ses infrastructures, et puis de nouveau, pour terroriser les populations, il n'y a rien de tel, c'est très efficace. Il y a une résolution qui a été adoptée l'année passée, et là, il y a un travail qui était un peu plus puissant. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on a réfléchi, c'est qu'au niveau des États, il y a des limites. Les États, ils peuvent poser ça, mais en fait, moi, ce que j'attends des États, pour être clair, c'est qu'ils le posent ça aussi dans leur législation nationale, et ensuite qu'ils travaillent sur les questions de sanctions. Donc un État comme la France a parfaitement, et je pense que vous avez la législation pour le faire, mais moi, ce que j'aimerais, c'est aller un pas plus loin. La Norvège, par exemple, la Suède récemment, c'est très intéressant, ils ont condamné, au fond, devant des tribunaux suédois, des Syriens, donc c'est actuel, sans parler même de Rwandais, sur des questions très précises de crimes de guerre, y compris, si je ne me trompe pas, un crime de guerre qui était très lié à une question de viol. Donc les législations nationales pourraient parfaitement appliquer, commencer à travailler sur ces questions-là dans leur société, mais aussi par rapport à des gens qui font des crimes de guerre. Et en fait, il y a donc une nécessité, au fond, de rendre la justice applicable et qu'elle s'applique. Ça, les gens vont tout de suite voir si ça s'applique, à la fois nationalement et internationalement. Ça, les États peuvent faire. Et il faut vraiment mettre la pression pour qu'elles le fassent. Le deuxième, c'est que ce qu'il faudrait qu'on crée, c'est beaucoup plus clairement, c'est une communauté d'intérêt. On a assez bien réussi ça avec les hôpitaux dans le monde entier. Au fond, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire un lien. C'est que si vous êtes un hôpital en France ou aux États-Unis, vous pouvez, par exemple, vous juxtaposer avec un hôpital au Yémen. Un, pas 22. Et au fond, en faisant ça, tout à coup, vous êtes vous-même, imaginez, doctoresse, vous êtes responsable dans un secteur précis. Le fait que vous vous associez avec un hôpital va créer un lien de professionnels, au fond. Ce n'est pas juste un lien, oh, ces pauvres victimes. Justement, c'est un lien, c'est aussi mon problème. J'ai des choses à proposer. Et les communautés d'intérêt, il y a vraiment un élément autour de ça. On pourrait travailler comme ça, je suis convaincu, de façon plus claire sur la question des viols. Ça se fait au niveau aujourd'hui, il y a des associations de femmes, il y a des NGO qui travaillent, mais il y a peu d'éléments vraiment globaux. Et là, il y a un travail qu'on pourrait faire pour pouvoir aller dans cette direction-là. Il faut qu'on le fasse. On n'a pas d'autre choix. Puis après, il y a le dernier élément que vous mentionnez, madame, c'est la question de l'éducation. Et là, il y a une responsabilité de nouveau à deux étages. Il y a un élément, au fond, dans nos systèmes d'éducation. Qu'est-ce qui est en jeu? Comment est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que ça signifie? Au-delà maintenant de la question du viol, qu'on dit, oh bon, c'est terrible, c'est un peu, voilà, puis on parque ça. Qu'est-ce qu'on fait résonner? Est-ce qu'on cherche au fond, à comprendre le problème et à se poser des vraies questions? Et puis deuxième, il y a une responsabilité très très claire. Les États ont une responsabilité de faire en sorte que leurs armées, leurs polices, leurs forces qui les représentent, bien évidemment, respectent le droit. Et un des éléments clés, c'est toute la question des viols. Et on se rappelle récemment aussi des violences qui ont été faites, par exemple, par des forces internationales. Il y a eu des grandes difficultés à simplement se poser la question de la responsabilité. Les États peuvent montrer vraiment l'exemple, à commencer par leurs propres soldats. Ça aidera beaucoup. Oui, donc l'exemple que je n'arrête pas de citer de Sevota avec la dame Godlive Mukasarasi et d'autres associations, notamment de femmes. C'est principalement des femmes qui s'occupent d'autres femmes pour libérer cette parole, premièrement, et puis juste se retrouver, prier, chanter, danser ensemble, et aussi pour les enfants. Il y a eu notamment une association allemande, je pense, qui s'est rendue au Rwanda pour créer des petits courts-métrages où ces femmes-là étaient mises en scène pour raconter ce qui leur est arrivé, parler de leurs enfants. Et il y a des initiatives comme celle-là. Bon, je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup aller au Rwanda pour jouer Unwanted. Et déjà, c'était quelque chose de particulier d'y aller pour partager Samedi détente. Et si j'y vais et que les femmes que j'ai rencontrées peuvent s'entendre et voir ce que j'en ai fait, ça sera un grand honneur. Donc, Emmanuel Magis, on y travaille, n'est-ce pas? Mon accompagnateur en diffusion et programmation et production. Et oui, je voudrais beaucoup y aller et je voudrais même aller ailleurs, notamment au Congo, dans d'autres pays africains. J'aimerais pouvoir aller au-delà de nos frontières européennes et américaines pour partager cette parole. En attendant, sachez que Unwanted, si vous ne pouvez pas le voir au Festival d'Avignon, vous pourrez quand même le voir à Athènes, à Sarajevo, aux États-Unis et à peu près partout en France l'année prochaine. Merci vraiment beaucoup à tous les deux d'avoir inauguré ces ateliers de la pensée.
Merci. Merci à toutes et à tous. Je vous signale au cas où que les discussions peuvent se continuer de manière informelle à la fois à la baraque à jus, où vous pouvez aussi vous sustenter, je vous conseille, et à la table de la librairie, où vous trouverez notamment l'excellente revue du Crieur dont je m'occupe. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bien joué.